Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur le Giro 2026 qui vient tout juste de se terminer. Vous l'avez vu à la miniature, on va parler de pas mal de choses, mais on va en particulier commencer par parler de Jonas Vingegaard. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Jonas Vingegaard, il est entré dans un cercle, on va dire, un cercle vraiment d'élite au niveau du cyclisme, puisque voilà, il avait déjà gagné le Tour de France 2 fois, il a également déjà gagné la Vuelta, et maintenant, il a gagné le fameux Giro, ce qui lui permet d'avoir tout simplement gagné les 3 grands tours, et ça c'est quelque chose qui a été très très peu fait dans l'histoire. Je pense que vous avez dû voir tout simplement la nouvelle parce que il fait partie des 8 cyclistes qui ont tout simplement gagné les 3 grands tours. Donc dans l'histoire, il n'y en a que 8 qui ont réussi à le faire. Et en particulier, sur les dernières années, on en a quand même beaucoup qui ont réussi à le faire, comme Contador, Nibali et Froome. Et donc le dernier en date, c'est Jonas Vingegaard. L'information supplémentaire, c'est que Jonas Vingegaard, il a gagné le Tour d'Espagne l'année dernière, il a également gagné le Tour d'Italie. Potentiellement, il pourrait tout à fait faire voilà, le triplé des 3 grands tours à la suite si jamais il venait à gagner le Tour de France cette année. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo. L'important, c'est de tout simplement regarder un petit peu son fameux Giro. Est-ce qu'il a réussi son Giro? Bah, forcément, on a envie de dire qu'il a plutôt bien réussi son Giro, parce que déjà, forcément, il a gagné le classement général de ce Giro, bah, c'est tout simplement il a gagné le Giro, mais il a également gagné 5 étapes. On a notamment la 7e étape, 9e étape, 14e étape, 16e étape et 20e étape. Et en particulier, ce qui m'a pas mal surpris sur ce Giro, c'est que il paraissait pas spécialement se donner à fond Vingegaard. Euh, il a forcément, il s'est quand même employé notamment pour aller chercher certaines victoires, mais de manière générale, dans le Giro, il n'a jamais vraiment été en difficulté déjà, et en plus, on l'a pas forcément senti vraiment forcé. Je l'ai pas vraiment vu, j'ai pas trop souvenir de l'avoir vu en danseuse dans ce Giro, c'est-à-dire que les principales attaques dont j'ai souvenir pour ce Giro, il était souvent resté assis, il a accéléré le tempo, mais il n'y a pas de moment où vraiment il a porté une attaque assez tranchante. Donc ça fait un peu le sentiment qu'il ne s'est pas donné totalement à fond, qu'il aurait pu en fait en faire un peu plus. Et peut-être que ça envoie un message à son concurrent direct Kel Pogacar, parce que forcément on a le Giro qui se termine ici, et on va avoir le Tour de France qui va bientôt arriver. Est-ce que Vingegaard va être capable de vraiment se battre avec Pogacar pour tout simplement gagner le Tour de France? Ça, on le verra, mais en tout cas, je pense que s'il affiche vraiment ce niveau sur le Tour de France, ce qui n'est pas sûr, parce qu'encore une fois, il y a un peu ce biais où la plupart des coureurs qui font le Giro d'Italia, souvent, ils arrivent un petit peu moins frais sur le Tour de France, et c'est un peu plus difficile de faire des performances, même si forcément Pogacar avait réussi à le faire en 2024. Ça peut être parfois compliqué. On verra ça s'il y arrive ou s'il n'y arrive pas. En tout cas, il a quand même mis 5 minutes au deuxième qui est Félix Gall. Donc voilà, il a quand même roulé sur la concurrence aujourd'hui. On s'attendait forcément à ce que ça soit Jonas Vingegaard qui gagne ce Tour d'Italie. On s'attendait à ce qu'il ait d'avance. Il a 5 minutes d'avance, mais encore une fois, je trouve que 5 minutes d'avance, en ayant donné cette impression qu'il était assez tranquille sur finalement tout ce Giro, ça montre que potentiellement il est en forme, et j'espère en tout cas que cet été on aura vraiment un vrai duel entre les deux, parce que c'est vrai que sur les dernières années on a eu un vrai duel entre les deux, mais à chaque fois c'était vraiment l'un qui au final écrasait l'autre à la fin du tour. Peut-être que cet été on aura enfin un Tour de France qui, dans les dernières étapes, il y a seulement 30 secondes, une minute d'écart entre Vingegaard et Pogacar, ça serait joli. On verra si ça se passe comme ça. J'aimerais parler un petit peu de la team Visma Lease the Bike également, puisque finalement ils ont aligné une équipe qui était quand même assez compétitive. On a Sepp Kuss, forcément le mentor, qui est vraiment un superbe coéquipier. On a également Piganzoli qui a fait assez bonne impression pendant ce Giro, et qui a, je sais pas exactement, on peut regarder, il fait 8ème du Giro, assez serré finalement entre la 6ème place et la 9ème place. C'est assez serré, mais il fait quand même un très très bon Giro, et ça annonce quand même que
à la Visma, elle a quand même des bons coureurs, sachant qu'il n'y avait pas forcément tout le monde, et je pense qu'ils ont moyen d'aligner une équipe très très forte pour le Tour de France. On a aussi Sepkus qui a réussi à prendre la victoire d'étape sur l'étape reine de ce Giro, et lui aussi, il rentre un petit peu plus dans l'histoire, puisque, un petit peu à l'image d'un Vingegaard qui a gagné les 3 grands tours, il a lui gagné des étapes sur les 3 grands tours, ce qui fait que lui aussi, il entre un petit peu plus dans l'histoire, et il a fait quand même un bon tour, et il a eu l'opportunité de jouer sa carte, et il l'a pas, voilà, il l'a pas foutu en l'air, il a directement pris son opportunité pour gagner cette étape, qui était assez impressionnante d'ailleurs, c'était vraiment une assez belle étape, où pas mal de petites choses se sont jouées, notamment sur le classement général à l'arrière, et Vingegaard d'ailleurs était revenu très fort avec un peu plus de temps, il aurait très bien pu prendre cette victoire d'étape. Parlons maintenant de Paul Magnier. Est-ce que ça serait pas que le début de quelque chose de très très grand? Pour ceux qui ne savent pas, Paul Magnier il a seulement 22 ans, donc il est encore très très jeune, et il était déjà sur le circuit l'année dernière, il avait fait quand même pas mal, pas mal de victoires d'étape, je crois que c'était le deuxième coureur qui avait gagné le plus d'étapes sur l'année derrière Pogacar, mais c'était des étapes qui étaient... Bon, ça reste quand même des victoires, mais on n'avait pas de grosses victoires, on n'avait pas de victoires sur des grands tours par exemple. Et ben c'est fait cette année. Paul Magnier qui donc a, dès la première étape, su profiter un petit peu d'une assez... voilà, d'une énorme chute dès la première étape, pour pouvoir en fait... Il a eu un peu de réussite puisque là on a un groupe de... Ouais, on a une dizaine de coureurs, il a réussi à se retrouver donc dans ce groupe d'une dizaine de coureurs pour pouvoir aller chercher la victoire. On pourrait se dire que il a réussi à s'extirper dans un petit groupe de coureurs au final où il n'y avait pas tant de concurrence que ça. Mais bon, on avait quand même Jonathan Milan, Andresson, on avait quand même des sprinters et forcément également des poissons pilotes. Mais voilà, il n'y avait pas non plus n'importe qui et il a quand même réussi à remporter le sprint, ce qui lui a permis de porter d'ailleurs le maillot rose pendant quelques instants. Et il a récidivé. 3 jours après, là, on peut plus dire que c'était de la chance d'avoir eu la chute ou quoi, puisque cette fois-ci, ça s'est joué un sprint à la régulière et il a réussi à accrocher ici cette fameuse première place. Ça s'est joué à la photo finish quand même. On avait Jonathan Milan ici, on avait Groenewegen, il me semble, à droite, ça doit être ça. Et il arrive quand même à prendre cette deuxième victoire d'étape. Donc franchement, bah, quand tu passes d'un coureur finalement qui n'avait pas encore gagné son grand tour à un coureur qui là décroche la deuxième étape, on sent quand même qu'il a franchi un cap, il a que 22 ans, il y a moyen de le voir performer sur des Tours de France à venir et de gagner pas mal d'étapes, ça peut être même peut-être sur des monuments à voir. Il y a un bel avenir qui est tracé avec ce coureur. Et ça c'est la 18e étape. C'était l'étape où on avait un... C'était une étape qui, a priori, était plutôt pour des punchers, sprinters, ça dépendait, puisqu'on avait un petit col juste avant la fin qui était assez difficile quand même. On a eu des attaques un petit peu pour le général, ça s'est titillé un petit peu. Et encore une fois, Paul Magnier qui a réussi à tenir et qui a été magnifiquement emmené par son coéquipier, c'était Jasper Stuyven, il me semble. Ici, il a été déposé sur... franchement, il ne pouvait pas être mieux déposé, c'est-à-dire que là, après ça, il doit rester une centaine de mètres à peine. Et on a déjà un énorme écart qui a été fait par rapport à Jonathan Milan. Ce qui fait que même si Jonathan Milan a peut-être un petit peu rattrapé, Paul Magnier avait tellement d'avance. Le travail franchement de Jasper Stuyven sur cette fin d'étape est vraiment vraiment fort. Parce qu'il a réussi à emmener Paul Magnier parfaitement, il ne pouvait pas être mieux emmené. Et il arrive donc à décrocher sa troisième victoire d'étape. Et au final, il arrive également à décrocher le maillot de meilleur sprinter. Ça s'est joué principalement sur cette dernière étape, il me semble. Parce que là, effectivement, il n'avait plus le maillot de meilleur sprinter. Il a dû récupérer pas mal de points sur cette étape. Et au final, il termine premier. Donc, franchement, c'est pas son premier, ça doit être son deuxième Giro. C'est peut-être son deuxième grand tour. Je sais pas s'il a fait la Vuelta ou le... Il a pas dû faire le Tour de France, je sais pas s'il a fait la Vuelta. Mais franchement, 3 victoires d'étape plus le maillot de meilleur sprinter, il y a quand même pas mal de belles choses qui peuvent arriver pour Paul Magnier. Je ne sais pas s'il va faire le Tour de France. Mais on a un nouveau sprinter français qui perf plutôt bien, donc à suivre. Ça peut être vraiment cool. Parlons également de UAE, puisque voilà, UAE qui a été décimé par les chutes en début de Giro, qui a su trouver un second souffle
pour finalement réussir un très très bon Giro, malgré que c'était très très mal parti, puisque voilà, ça c'était la liste de départ finalement de UAE. On a quoi, ouais, on a les trois coureurs qui donc ont abandonné suite à l'énorme chute qu'il y avait eu, parce que c'était une chute, je sais pas s'il avait plu, mais en tout cas première étape, énorme chute, où on a Soler, Jevine et Adam Yates qui sont contraints d'abandonner. Adam Yates qui a fait une étape supplémentaire, mais il a dû abandonner parce qu'il avait trop de blessures. Ce qui fait qu'on avait une équipe qui était très très réduite, et la question c'était est-ce que finalement c'était déjà condamné comme tour? Et non, parce qu'au final on a Jonathan Narvaez qui a su gagner 3 étapes avec 3 finishes assez différents. Étape 4, ils étaient deux, je sais pas, ils étaient avec qui? C'était peut-être déjà Arieta ou Morgado. Dans l'échappée, je sais plus exactement qui c'était, mais voilà, on a eu un peu un jeu d'équipe qui n'était pas vraiment un jeu d'équipe, où ça devait être, il me semble peut-être Arieta qui avait attaqué un petit peu avant. Au final, ça a forcé les autres équipes à justement le rattraper. Et Jonathan Narvaez qui a réussi à arracher finalement cette victoire au sprint. On a également des victoires. Il a dû jouer une deuxième victoire au sprint. Euh, Peut-être, il me semble, je sais plus c'est laquelle. Et il y a une étape qu'il a réussi à finir tout seul, où c'était un petit peu une étape accidentée. Il a réussi à s'en sortir tout seul. Et surtout, je pense peut-être la plus belle finalement victoire de UAE sur ce tour, c'est celle de Igor Arieta sur la 5e étape, avec ce finish dantesque où on avait des conditions météorologiques qui étaient assez difficiles, où les deux coureurs, donc ça c'est Eulalio et Arieta, qui ont chuté. Euh, Arieta qui a également pris le mauvais chemin littéralement à la fin de l'étape, et qui finalement, au bout d'un effort euh, assez dantesque, arrive à gagner et à prendre cette victoire d'étape. C'est un finish assez impressionnant. Et oui, au final, UAE qui termine en faisant un tour avec 4 victoires, ce qui est loin d'être mauvais. Peut-être qu'ils auraient pu jouer un peu plus le podium. Je pense que de toute façon, Vingegaard était impossible à prendre. Mais ils auraient clairement pu jouer peut-être la deuxième place du podium, je pense, si jamais il n'y avait pas eu ces chutes. Mais ça n'empêche qu'ils ont fait tout de même un tour qui est plutôt respectable. Decathlon CGA CGM, c'est fort. Je pense que c'est fort parce que voilà, il y a pas mal d'équipes dans le peloton actuellement, mais quand on prend les équipes qui peuvent être vraiment compétitives pour jouer des places au général avec des coéquipiers qui restent dans les roues, bah ouais, peut-être que Decathlon, CGA, CGM, c'est fort. On a Félix Gall qui a réussi à arracher cette deuxième place, qui était clairement le meilleur hein, sur ce Giro après Vingegaard. Il n'y avait pas trop débat. Il n'a pas été très bon sur le contre-la-montre. Il a perdu pas mal de temps sur le contre-la-montre, mais en montée, c'était clairement le meilleur. Euh, et ça se reflète, il met 1 minute d'avance sur Jane Lane, mais en sachant que Félix Gall a vraiment fait un très mauvais chrono, ce qui fait qu'en montagne, il a dû mettre 2 minutes au moins, je pense, à quasiment tout le monde, hors Vingegaard, parce qu'il s'est pris du temps, mais sinon, tu peux mettre quasiment 2 minutes à tout le monde en montagne. Donc Félix Gall qui monte vraiment vraiment en puissance hein, depuis l'année dernière. L'année dernière, il avait fait une 5e place sur le Tour de France, où il était vraiment pareil. Il me semble il avait commencé assez loin au final au classement général. Peut-être à cause des chronos, je sais plus exactement pourquoi, mais je me rappelle qu'il avait remonté des places petit à petit. Là, c'est un petit peu pareil. Euh, il a dû remonter quelques places après avoir perdu des places au chrono, mais il était quand même le deuxième meilleur. Et Félix Gall qui commence vraiment à être très très performant. Il a aussi eu des très bons coéquipiers. C'est notamment sur l'étape 19 où ils ont roulé pour Félix Gall. Il a ses coéquipiers et il était le seul avec Jonas Vingegaard à avoir 2 coéquipiers dans l'avant-dernière montée. Et on avait donc Stone Mittet et l'autre c'était Mühlberger Gregor, donc je connaissais pas forcément. Mais en tout cas, ils sont plutôt bons en montagne, ils ont même fait au final des classements assez bons au général. Ce qui fait que, effectivement, l'équipe a l'air de plutôt bien fonctionner pour jouer le général, ce qui fait que, faut voir, mais je pense que forcément tu peux mettre UAE et Visma au-dessus de Decathlon, il n'y a pas trop de débat. Ensuite, on a Red Bull, qui est quand même, je pense, meilleur.
Ineos potentiellement est aussi meilleur. Mais derrière ces 4 équipes, peut-être qu'on trouve Decathlon. Ça dépendra ensuite des line-up mises sur chaque tour. Mais oui, je pense que on a quand même une équipe française ici qui est plutôt bonne. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, Paul Sexas, il aura du monde au Tour de France. Je sais pas si Félix Gall va faire le Tour de France, mais si on imagine que Félix Gall fait le Tour de France, ça pourrait très bien être dans un rôle de coéquipier, peut-être pour jouer une victoire d'étape à un moment, mais principalement dans un rôle de coéquipier. Et honnêtement, Paul Sexas, s'il a Félix Gall en coéquipier, bah, c'est quand même assez solide, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup mieux que tu peux avoir en coéquipier sur la grille que le mec qui a fait deuxième au Giro précédent. Donc ça promet. Je pense que Sexas va être plutôt bien entouré sur ce Tour de France, et effectivement, ça peut laisser espérer de belles choses. Parlons un petit peu maintenant, voilà, des mentions honorables, on va dire, de ce Giro. On a Giulio Ciccone qui a réussi à prendre le maillot de meilleur grimpeur. Au terme d'une, bah, justement, la 19e étape, il s'est passé pas mal de choses, comme je disais. Au terme d'une 19e étape où il a pris quasiment tous les points possibles, ce qui lui a permis de repasser devant Vingegaard et de prendre une avance assez confortable qui lui a permis de gagner ce maillot. Il l'avait déjà gagné en 2019 et il le gagne à nouveau. Il a été assez performant. Giulio Ciccone qui joue assez régulièrement pour maillot victoire d'étape, c'est sa manière de concourir. Et en tout cas, bah, il a réussi à avoir le maillot qu'il voulait. Si on revient un petit peu sur le top 10, effectivement, on a Jai Hindley qui a fait un plutôt bon Giro, qu'il a bien terminé, contrairement à Arensman qui a un peu moins bien terminé. Mais Timon Arensman, pourquoi pas, ouais, il a essayé de jouer le général, il a manqué un petit peu sur la fin quand même, et il me semble qu'il a fait aussi un bon chrono, ce qui lui a permis de prendre de l'avance, mais il lui a manqué un petit peu sur les derniers jours. Ce qui fait qu'il n'a pas pu faire beaucoup mieux qu'une quatrième place, puisqu'effectivement Jai Hindley était quand même meilleur sur la fin du tour. Eulayo, on en avait parlé un petit peu, qui a fait, mine de rien, un tour assez intéressant. Le fait qu'il ait gagné beaucoup d'avance sur Vingegaard en début de tour, ça lui a permis finalement d'avoir de l'avance au général pour la montagne, ce qui lui permet, même si c'était clairement pas parmi les meilleurs grimpeurs, au final il fait quand même une belle 6ème place sur ce Giro, alors que c'était peut-être pas prévu, mais il fait une belle 6ème place avec le maillot blanc qui a été joué. Egan Bernal également qui revient petit à petit. On sait que c'est difficile depuis sa chute, mais petite 10ème place, il a été honnêtement assez performant. Forcément, il est plus au niveau des meilleurs, et je pense qu'il, vu son âge, ça va être compliqué de vraiment revenir à un niveau très très bon, mais quand même, il est là, dans les montées et tout. C'était assez fort. Donc à voir pour la suite comment ça se passe, mais c'est pareil, il a fait un très très bon travail de coéquipier pour Timon Arensman. Je sais pas si c'était son but d'être coéquipier à la base, peut-être que c'était assez inversé, mais bon, ça a fait un plutôt bon travail d'équipe. Ça va être la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Je vais essayer de vous sortir normalement une prochaine vidéo sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On va essayer également de se faire des petites vidéos sur le Tour de France petit à petit. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.